Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a toute une émission pour vous. On va débattre du genre versus le sexe, le ressenti versus la biologie. On va parler aussi de quelque chose de très, très, très particulier. Une prière et une séparation homme-femme, ça a eu lieu à cause du Ramadan. Ça a eu lieu la semaine dernière dans un collège public ici même au Québec. Hein? Donc, à Saint-Lambert, on va parler de tout ça un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, je voulais commencer l'émission en vous racontant une toute petite partie de ma fin de semaine. Bonjour Cybèle Olivier. Salut Sophie. Samedi, il faisait beau. Faisait beau, oui, on hein? se pouvait plus. Alors, avec Monsieur Martineau, on est allé se promener dans le Vieux. Oui. Puis tu sais, t'as la rue Saint-Paul. C'est beau, la rue Saint-Paul. Très beau. Puis là, après, ça arrive à la plage Jacques-Cartier. C'est beau, la plage Jacques-Cartier. Puis en plus, c'est rempli de touristes. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Leur premier point d'arrivée avec le Québec, c'est Montréal. Leur premier point d'arrivée à Montréal, c'est le Vieux-Montréal. Puis leur premier point d'arrivée avec le Vieux-Montréal, c'est la plage Jacques-Cartier. Fait que tu dis, hey, t'es la ville de Montréal, toi. Tu t'arranges que ce soit spick and span. Ouais. Que ce soit beau, que ce soit propre, qu'on soit accueillant. Alors, j'ai filmé. On va regarder ça. J'ai demandé à Jean-Philippe Leroux, notre réalisateur. Regardez ça. Boy, wesh. C'est rempli de cochonneries, de saleté. Ça, c'est mes petits on voit pieds, comme des amoncellements de vieille neige, là, rendues toutes brunes, puis oui. C'est rempli de déchets, il y a du caca. Et là, on arrive à du caca. C'est pas juste n'importe quel caca, c'est de la diarrhée de chien. Ah, Colin! Oui, c'est de la diarrhée de chien, mesdames et messieurs. Alors, je vais demander à Jean-Philippe, regarde, alors, Jean-Philippe, si tu veux le remontrer, la vidéo, pour que je puisse la décrire plus en détail pour tous ceux qui nous écoutent à la radio. Donc, je me promène sur la rue Saint-Paul, là. Je me dirige vers la plage Jacques-Cartier. Il y a de l'eau fondue. On comprend que c'est la fonte des neiges, mais c'est rempli de paquets de cigarettes, de mégots, de caca de chiens, de saleté. Je peux pas croire. Et où l'escouade de la propreté? Mais c'est ça partout, en passant. On a reçu des photos, nous aussi, plus tôt aujourd'hui. Il y a des collègues qui en ont pris en photo. Les cacas, je veux dire, c'est un fléau, là. C'est partout. C'est tous les cacas qui n'ont pas été ramassés pendant l'hiver. Mais Cybèle, je le sais qu'il y en a partout. Mais la raison pour laquelle ça me choque encore plus, c'est que c'est la fenêtre, oui, c'est la vitrine d'accord. de Montréal pour les touristes. Et quand je dis touristes, ça veut pas dire simplement des gens qui viennent de l'étranger. Tu viens de Chicoutimi passer la fin de semaine à Montréal, t'es un touriste. Oui. À Montréal. Donc, t'arrives de Chicoutimi, la première chose que tu vois, c'est une porcherie, mesdames et messieurs. Une porcherie, c'est dégueulasse. Je me promenais dans les rues du Vieux-Montréal, j'avais honte. Alors, honte à vous, la Ville de Montréal. L'escouade propreté, je sais pas où vous êtes, mais à cause de vos inactions, en fin de semaine, qui était une super belle fin de semaine, on avait l'occasion de montrer au monde entier puis au reste du Québec à quel point c'est beau puis c'est propre, Montréal. Mais c'est ça chaque année. Gros fail. Ben oui, c'est justement, non, si c'est comme ça chaque année, améliorez-vous d'une année à l'autre. Peut-être que M. Rabouin, qui vient d'être élu à la tête du parti Projet Montréal, peut-être que si jamais il est élu, il pourrait travailler là-dessus. Va falloir qu'il aille rabouiner fort dans les coins pour aller nettoyer ça. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. La semaine dernière, dans l'actualité, il y a une nouvelle qui a fait énormément de bruit au Canada anglais. Je ne comprends toujours pas pourquoi personne n'en parle ici au Québec ou dans la presse francophone. Je vous résume l'histoire. Amy Ham, une infirmière en Colombie-Britannique, qui a été reconnue coupable de conduite non professionnelle pour avoir osé affirmer publiquement que le sexe est déterminé par la biologie. Alors, c'est le Collège des infirmières et infirmiers de la Colombie-Britannique qui a rendu sa décision le 13 mars. Donc, vous voyez, c'est tout restant. Et ils ont dit que certaines des déclarations de Mme Ham étaient une infraction aux normes professionnelles parce qu'elle avait dit qu'il fallait continuer d'avoir des espaces réservés aux femmes
est réservé aux femmes biologiques. Et elle a aussi dit que c'était une fausseté de prétendre que les bébés peuvent naître dans le mauvais corps. Un bébé, ça naît dans un corps féminin. Et elle dit que c'est une fausseté de dire que les humains peuvent changer de sexe. Mais ça a l'air qu'en 2025, c'est une faute professionnelle de dire ça. Moi, j'avais envie d'en débattre avec Raphaël Provost, qui est directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Raphaël qui est en studio. Merci beaucoup, Raphaël. Bonjour. Je tiens à dire, Raphaël, la dernière fois que tu es venu ici en studio pour débattre de la question des genres, la personne qui débattait avec toi n'a pas débattu. En fait, elle était extrêmement agressive, désagréable, te coupait la parole tout le temps. Cette personne-là ne sera plus jamais invitée sur les ondes de Cube. Donc, on voulait un débat sain et un débat respectueux. C'est pour ça qu'on a demandé à Alexandra Houle, qui est présidente du Réseau féministe québécois, qui est très souvent sur nos ondes. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Sophie. Alors, on s'entend le débat, et j'ai aucune inquiétude de ton côté, Alexandra, ni du tien, Raphaël. On va débattre dans le respect. D'abord, une première réaction, Raphaël, quand tu as vu que cette infirmière-là, Amy Hamm, était trouvée coupable de conduite non professionnelle et qu'en plus, J.K. Rowling prenait sa défense, quelle fut ta réaction? J'en prends puis j'en laisse quand J.K. Rowling défend des gens parce qu'elle ne se cache pas pour être transphobe, J.K. Rowling, à la base. J'apprends rien de sa situation parce qu'elle le partage elle-même et ça avait fait beaucoup manchette dans les dernières années, mais c'est vrai que cette histoire-là, on en a très peu parlé au Québec, mais ça soulève beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de situation-là dans un contexte professionnel. Il faut mettre comme nuance que quand elle parle sur ses médias sociaux, elle se présente comme une infirmière. Donc, c'est pas comme une citoyenne. Elle se présente comme infirmière. Je veux juste m'immiscer ici. C'est-à-dire que, mettons qu'elle dit Amy Hamm, puis là, c'est sur sa page Facebook ou sa page Twitter, et son titre, c'est qu'elle est infirmière. Mais ce n'est pas dans le cadre de sa profession qu'on lui reproche des choses. Mais c'est important de le mentionner, parce que c'est pas un patient qui s'est plaint je suis transgenre puis elle a pas été fine avec moi. Là. C'est important de le préciser. Il faut être transphobe parce qu'on peut pas juste être transphobe à temps partiel. On l'est ou on l'est pas. Et c'est une personne qui navigue et travaille dans un système qui est supposé assurer la sécurité et la dignité de chaque personne qu'il côtoie. Et ça fait partie pour les personnes trans et non-binaires de se dire s'ils vont à l'hôpital, c'est déjà vulnérabilisant. On espère que les professionnels qui vont nous accompagner, le but c'est pas qu'on se comprenne sur tout puis qu'on se retrouve partout, mais que la personne qui potentiellement peut m'accueillir est transphobe et ne me reconnaît pas dans mon entièreté, ça c'est dérangeant. Et là, un réseau comme ça doit protéger les gens, puis une personne qui se cache pas non plus sur les médias sociaux, et c'est le danger de se présenter sur les médias sociaux comme ça et de se créer des tribunes. Tu veux le faire, mais ça vient aussi avec des répercussions comme ça ici. D'accord. Alexandra, droit de réplique, est-ce que dire qu'un homme c'est un homme, une femme c'est une femme et qu'il y a deux sexes, est-ce que c'est transphobe d'après vous? Ben, selon moi, non, parce qu'écoute, on mélange ici deux concepts. On mélange l'identité de genre et la notion de sexe biologique. Oui, Madame Hamm est infirmière, mais elle est également aussi cofondatrice d'un regroupement féministe qui se bat pour les droits des femmes en fonction du sexe biologique. Donc, pour moi, ce n'est pas de la transphobie, c'est son opinion, elle y a droit. Je sais pas si vous avez lu une partie du jugement, là, il fait 114 pages. Moi, j'en ai lu une partie. Puis écoutez, ce qu'on mentionne dans ce jugement-là, c'est quand même assez inquiétant. Puis c'est pas juste inquiétant pour les femmes, c'est inquiétant un peu pour tout le monde. On parle ici d'un autre professionnel d'infirmière et de sage-femme qui considère que croire que le sexe est biologique, c'est une croyance, alors que c'est une réalité scientifique et biologique, c'est pas une croyance. Tu sais, vous comprenez, là, c'est pas juste un jugement de haine, de ci pis ça, tu sais. C'est ça, c'est comme dire le nez est au milieu du visage. C'est pas une opinion. Je veux juste, pour continuer à ce débat, partager avec vous l'opinion de François Chapelot, qu'on a reçu à plusieurs fois à l'émission, qui est professeur de biologie et qui, régulièrement, sur les médias sociaux, justement, partage des vidéos que je vous encourage tous à aller voir. Et il a écrit quelque chose récemment, et je trouve ça très important de le rappeler. Il dit le sexe est binaire, c'est une réalité aussi vraie que la Terre est ronde. Accepter cette réalité binaire n'est pas transphobe et ça nous empêche pas d'avoir de l'empathie et du respect pour les personnes qui pensent avoir une identité de genre. Donc, je me tourne vers toi, Raphaël, parce que est-ce que toi, tu penses qu'il y a juste deux sexes ou est-ce que tu penses qu'il y a un troisième sexe? Ou c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, c'est pas une opinion, il y a des faits.
J'ai envie de souligner qu'il y a 1,7% de la population mondiale qui sont intersexes. Donc ça vient prouver scientifiquement et de façon médicale que c'est plus complexe que juste homme-femme. 1,7% de la population, c'est 136 millions de personnes qui naissent avec soit des chromosomes masculins-féminins, des attributs physiques, hormonalement aussi parlant. Il y a des différences. Donc, quand on parle de sexe, faut faire attention à la différence. Puis j'aime ce que tantôt Alexandra disait aussi. Faut parler aussi d'identité de sexe. Faut faire des distinctions. Mais de façon. Sexe et genre, ce sont deux choses. Exactement. Mais de façon médicale, c'est reconnu par l'ONU, c'est reconnu par l'Association américaine des pédiatres. Les personnes intersexes. Oui. Leur situation. Donc, il faut faire attention quand on parle. Est-ce que c'est plus complexe que dire mâle, féminin dans ce cas-ci? Donc, mais je te rappelle ce que dit François Chapelot et ce que dit la biologie. Les gens intersexes font partie de la diversité des mâles et des femelles parce que les seuls gamètes qu'elles peuvent produire, c'est mâles ou femelles. Il n'y a pas une troisième sorte de gamètes. Tu viens au monde soit avec des gamètes masculins ou féminins. Et je veux juste te répondre aussi, quand on donne la définition d'un être humain, on dit c'est un être vivant qui a 2 bras, 2 jambes. Là, tu vas me dire, ben oui, mais il y a des gens, ils viennent au monde, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de bras, que les gens peuvent se faire amputer. Oui, mais c'est une exception et c'est une anomalie. Ça change rien au fait que biologiquement, un être humain normal, il y a 2 bras, 2 jambes. On va enlever normal, parce que qu'est-ce qui est normal dans ce cas-ci? Mais 136 millions de personnes. C'est la norme. C'est la norme sur laquelle on est habitué de travailler. Puis justement, le système de la santé, parfois, il se sent dépassé. C'est quand il y a justement des gens qui sortent des normes sociales, médicales. Souvent, on est mal outillé pour ça. Puis j'espère, puis dans le cas de cette personne-là, parce que là, il y a eu des sanctions en lien avec elle, j'espère qu'il y a un accompagnement aussi pour cette personne-là et l'entourage pour peut-être mieux comprendre. Puis il y a Jeannette Bertrand qui disait dans les derniers jours, pour pas reculer, faut qu'on se parle. Puis je pense que pour elle, pour nous, pour tout le monde, faut qu'on se parle pour mieux se comprendre, puis mieux comprendre ce que c'est le sexe. Alexandra, est-ce que Amy Ham a besoin d'aller dans un camp de rééducation ou est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée pour accepter qu'il y a pas, le sexe n'est pas binaire? Ben, je ne crois pas, là. Je comprends le point de Monsieur Provost par rapport aux personnes intersexes, mais faut pas oublier que les personnes intersexes ne s'identifient pas forcément comme un troisième sexe ou comme étant intersexes. C'est pas rare qu'ils vont s'identifier soit femme ou homme, selon que c'est une condition médicale qui est assez spécifique aussi, là. Par rapport au jugement de Madame Ham, c'est pas juste une question de haine. Nous, ça fait longtemps qu'on suit ce dossier-là, là. Même moi, personnellement, c'est quoi, depuis, je pense, 2022, là, oui, que ça suit son cours, ce dossier-là. Déposée, ouais. Puis, ce qui nous a profondément troublés dans ce jugement-là, c'est que ici, on défie 2 articles de la Charte des droits et libertés canadienne, soit celle de la protection des espaces réservés aux femmes, qui est un droit légitime pour les femmes, parce que dans la Charte des droits et libertés canadiennes, oui, il y a la protection pour les personnes trans, par rapport à l'identité de genre, mais celle aussi pour les femmes, par rapport au sexe biologique. Puis l'autre article de la Charte, c'est par rapport à la liberté la liberté d'expression et la liberté de conscience. Donc là, ici, on parle d'une femme qui est infirmière, qui soigne des corps biologiques. Donc, elle a le droit à une liberté de conscience, cette personne-là, en dehors de sa profession, là. Écoutez, moi, j'ai trouvé des cas aux États-Unis qui soignaient les personnes trans selon les pratiques équité, diversité puis inclusion. Puis ce qu'elles ont vécu selon les établissements qui appliquaient les lignes, c'était quand même assez tragique, là. Tu sais, c'est important de prendre en compte le corps biologique, mais c'est aussi important quand même de prendre l'identité de genre de la personne lorsqu'on la soigne. Ouais. Mais on va revenir sur cette question de la liberté d'expression. C'est important parce que tu as dit tout à l'heure, Raphaël, que cette infirmière-là, Amy Ham, elle soigne des gens dans l'hôpital, donc elle peut pas se permettre sur la place publique d'aller donner son opinion. Je rappelle que c'est pas une opinion, c'est-à-dire que elle rappelait une réalité biologique. Donc, est-ce que tu penses que quiconque travaille dans le système de santé doit s'abstenir de défendre les droits des femmes ou de défendre la réalité biologique sur les médias sociaux? Faut faire attention avec la liberté d'expression, ça a le dos large, là. C'est vrai qu'on peut s'exprimer, mais quand ça vient à l'encontre de la liberté de d'autres personnes dans le pays dans lequel on vit, c'est plus la liberté d'expression. On pourrait mettre le même cas avec les personnes racisées. On a vécu des histoires d'horreur avec d'autres types de communautés qui ont vécu des choses comme ça, où les gens ne les reconnaissent pas à l'externe. Il faut protéger nos institutions de ce genre de personnes-là qui pourraient avoir des comportements. Je la connais pas, je sais pas ce qui est arrivé. Par contre, elle avait aussi des commentaires transphobes sur ses médias sociaux quand elle a mis de l'avant
souvent J.K. Rowling qui se cache pas d'être transphobe. Okay. Donc, il faut faire attention à reconnaître, selon elle, des faits. Puis les gens la regardent, l'écoutent, ils se disent, c'est une infirmière, elle a peut-être raison. Non, elle a pas raison. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention. Elle a pas raison de dire qu'il y a deux sexes? De la façon qu'elle le faisait, elle veut pas reconnaître les personnes trans. Elle parle de sécurité. On mélange beaucoup de choses. Et peut-être que le collège a voulu décortiquer un peu tout ce qui s'est fait. Puis vous venez encore de le dire, la sécurité, ça n'a rien à voir avec tout ça. On mélange encore plein d'autres affaires. C'est parce qu'il y a des espaces réservés aux femmes. La raison première, c'est pour la sécurité. On va se tourner vers Cybèle. Il y a des gens qui réagissent sur les médias sociaux. Oui, José Silva de Montréal, puis ça fait écho à ce que tu dis, Raphaël Provost, par rapport à cette dame qui est, on la qualifie de transphobe, d'homophobe. Elle nous dit, est-ce que le début du problème, c'est pas plutôt la diffamation qu'on est en train de faire en l'égard de cette infirmière-là? Est-ce que réellement, on peut dire qu'elle est transphobe ou homophobe? Est-ce qu'on n'est pas en train d'interpréter ce qu'elle a fait finalement? Donc, je vous lance un peu la POC, comme on dit là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la diffamation finalement? Raphaël, est-ce que tu es en train de diffamer Amy Ham en disant qu'elle est transphobe? Et en fait, j'irais même plus loin, de diffamer J.K. Rowling parce que tu prends pour acquis... Elle-même, elle le dit. Elle s'en cache pas. Elle a utilisé le propre mot. Elle dit qu'elle est contre les personnes trans. Ça n'a pas rapport. Non, il faut apporter énormément de nuances. Désolée, là. Elle dit que elle dit... Ce qu'elle dit, J.K. Rowling, on va revenir à la base, là, c'est important. Elle dit une femme transgenre n'est pas une femme. Ça, tu considères ça transphobe? Ben oui. Ah oui? Ah bon? Une femme trans n'est pas une femme. Ben non. C'est un homme biologique qui s'identifie, qui est transidentifié, mais c'est pas une femme. Pour moi, c'est transphobe. C'est ne pas reconnaître. Bon, mais non, mais c'est bon. C'est bon, comme ça, on sait où tu te situes. Non, c'est bon. Je le dis. OK, moi, je trouve pas, mais Alexandra, est-ce que c'est transphobe? Oui, mais en fait, j'aimerais rebondir un peu là-dessus parce qu'écoutez, là, le jugement de Amy Ham, elle reconnaît dans sa profession que lorsqu'elle intervient auprès des personnes trans, elle va faire attention quand même, là, au niveau des pronoms pour s'assurer de pas mégenrer les personnes. Écoutez, on parle d'une affirmation qu'elle a fait sur Twitter, qui est un fait qui est reconnu que le sexe biologique, il est binaire. Et là, on associe ça à la haine. Ça veut dire que moi, dans la défense de droit que je fais, de droit des femmes basé sur le sexe biologique, je serais fondamentalement transphobe. Non. Je suis pas en train de dire ça. Non, mais j'essaie de comprendre, là, parce que là, on accuse Amy Ham d'être transphobe. Ce pourquoi elle est accusée, c'est qu'elle a fait un tweet dans lequel elle dit qu'il y a deux sexes, hommes et femmes. Et là, on lui prête énormément d'intention. Cette femme-là, outre être infirmière, elle se bat pour les droits des femmes aussi. Elle porte un dossier avec Heather Mason qui se bat là pour ce qui se passe dans les prisons pour femmes au Canada. Donc oui, c'est ça. C'est important de rappeler encore une fois dans ce débat, Amy Ham a été trouvée coupable par son ordre professionnel. Mais pas d'avoir commis c'est-à-dire que c'est pas un patient transgenre qui s'est plaint d'un mauvais comportement de sa part. Tout ça part de déclarations qu'elle a fait dans l'espace public. Donc, je reviens à ma question de base, Raphaël. Est-ce que pour toi, dire publiquement un homme et une femme, il y a juste deux sexes, masculin, féminin, une femme transgenre n'est pas une femme, est-ce que ça, c'est haineux et c'est transphobe? Mais je veux pas faire des raccourcis. Moi, je suis pas le juge de quoi que ce soit. Mais par contre, si une personne nous dit qu'elle est une femme, elle a fait reconnaître sur différents papiers ou peu importe sa transition, mais qu'on la reconnaît pas, puis qu'on continue de pas la reconnaître, pour moi, c'est transphobe. Mais on reconnaît sa réalité de personne transgenre, de personne qui fait de la dysphorie de genre. On reconnaît ça. Mais l'étape suivante qui est de dire... Il suffit que tu aies un ressenti de femme pour dire que tu es une femme. Ça, il y a beaucoup de gens qui tracent cette ligne-là. Moi, ce que je veux savoir de toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu considères que tracer cette ligne-là, c'est haineux? Ne pas reconnaître les gens qui nous disent qu'ils sont une femme? Non, ne pas reconnaître que ce sont des femmes. Ce sont des hommes biologiques transidentifiés. C'est pas la même chose. Mais dans un contexte médical, puis tantôt, on l'a souligné rapidement, mais c'est vrai que dans un contexte médical, on doit agir avec le corps biologique. Les gens eux-mêmes, c'est pour ça que la mention de l'identité de genre va faire être distincte de ce qu'on fait la mention de sexe sur nos documents pour qu'on puisse traiter le corps. Par contre, si la patiente vous dit « Je suis une femme, je veux être reconnue comme une femme. Oui, mon corps biologique à la naissance était garçon, puis aujourd'hui, je suis considérée comme une femme. Dans mon parcours, je veux être accompagnée comme une femme. » Peut-être qu'à un certain niveau médical, on va devoir me traiter
traiter comme un homme au corps médical. Mais la personne, si elle le souhaite. Puis je veux pas, tu sais, je vais faire mes bonnes grâces. Je vais m'excuser si j'ai eu l'air de dire que la personne, elle est transphobe sans la connaître. T'as pas eu l'air de le dire, tu l'as dit, mais oui, à plusieurs reprises je veux mettre aussi. plus de nuances, par contre. Okay. Puis je dis pas que dans son cas, puis je veux quand même le préciser, parce que pour moi, c'est important, la nuance. Je la connais pas. Je suis pas prête à dire ça. Je la connais de très loin. Je l'ai vu dans des articles. Il y a un jugement en lien avec ce qu'elle fait ce qu'elle partage comme information qui sont, selon le Conseil diffamatoire, parce que c'est des raccourcis, il y a très peu de nuances, et c'est reconnu, comme je le disais tantôt, les 1,7 million de personnes, c'est reconnu pas aussi simplement que le sexe masculin-féminin. Après, de pas reconnaître les personnes trans dans un contexte médical, bonne chance même chose. si t'essayes de faire un bébé puis que t'as pas quelqu'un qui a un individu qui a des gamètes masculins puis de l'autre bord, un individu qui a des gamètes féminins, puisqu'il n'y a pas de troisième option. Si ça prend ça, moi je suis née, puis toi t'es né, puis on est tous nés parce qu'il y a un individu, appelle-le comme tu veux, qui a des gamètes masculins, qui a été en contact d'une façon ou une autre avec quelqu'un qui a des gamètes féminins, puis il n'y a pas de ressenti qui changera ça. Mais je veux juste revenir parce que très gentiment, avant le débat, t'as envoyé à Hugo des notes pour que on puisse, chacun de vous deux, savoir c'est quoi votre position. Et t'as écrit une phrase, puis tu me permets de la citer. T'as dit, selon moi, féminisme rime avec inclusion. Les femmes sont les plus grandes alliées de nos propres causes. Il faut pas l'oublier. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'on a en face de nous Alexandra Houle, qui est présidente du réseau féministe québécois. Alors, comment on fait comme féministe, Alexandra, pour être inclusive et n'exclure personne? Ben, écoutez, ça s'appelle défendre les droits des personnes. Vous comprenez, défendre les droits des femmes basés sur le sexe, c'est baser les droits des femmes sur le sexe biologique. Donc, c'est une lutte faite par rapport aux femmes, par rapport à notre biologie. L'ensemble des droits qu'on a acquis avec le temps, qu'on parle des congés de maternité, juste la santé des femmes, ça fait pas longtemps là, que le clitoris est reconnu dans les manuels médicaux, le droit de vote, être soigné selon notre sexe, même les études médicales, encore, il y a énormément de choses. L'équité salariale, ça n'a pas été fait selon un ressenti, ça a été fait à cause de notre condition biologique. On s'est battu pour ça. Donc, je crois que... Une réponse à ça, Raphaël? Oui. Je peux pas être plus d'accord que ça. Puis moi, je veux et j'entends, puis quand je le dis, puis j'ai texté à Hugo, notre recherchiste, que les femmes sont nos plus grandes alliées, c'est vrai. Puis c'est pour ça que c'est important dans ce contexte-ci que ça ne divise pas les femmes versus une autre communauté. Moi, c'est pas mon objectif. Je veux pas que cette situation-là devienne ça, parce que je veux pas qu'on entende que les femmes qui décident de se battre pour leurs droits, c'est pas reconnaître le droit des autres. Moi, c'est pas ce que j'entends dans la cause. J'entends encore moins ça de la personne qui interpelle avec moi aujourd'hui. Mais il faut faire attention. Par contre, comme l'on disait, on a reconnu que trop peu dans le temps le clitoris. Ben, ça veut dire qu'à une époque, on le reconnaissait pas, le clitoris, puis on savait pas c'était quoi. Oui. Il y a eu des avancées, mais c'est la même chose avec les personnes trans. Il y a juste des femmes qui en ont. Oui, mais viens pas me dire qu'il y a un homme avec un clitoris puis qu'une femme a un pénis. Il y a 1,7% de la population qui naissent avec des attributs physiques, hormonaux et au niveau des chromosomes aussi, qui sont entre les deux. C'est une minorité et c'est 136 millions de personnes. Anomalie. Mais c'est une exception. Oui, mais je dis pas que ces personnes-là n'existent pas, mais je dis que l'exception n'infirme pas la règle. La règle, c'est un humain vient au monde avec 2 bras, 2 jambes, un homme vient au monde avec un pénis et une femme avec des gamètes féminins. Et il n'y a pas de troisième sorte de gamètes, à moins que tu m'apprennes quelque chose aujourd'hui, puis je serais bien contente. Je suis pas un expert, je suis pas médecin, je suis pas un biologiste. Mais les gamètes, tu sais quand même, oui, c'est un peu la base. Mais je veux pas m'avancer sur des choses peut-être que j'ai pas les données entre les mains, mais je veux pas qu'on oublie par contre que se battre pour la place des femmes, ce n'est pas non plus enlever des droits aux autres personnes. Et puis c'est pas ce que j'entends, mais il faut faire attention quand on le fait pour pas tasser un groupe, même s'il est minoritaire. Les personnes trans et non binaires ont droit aussi à aller dans le réseau de la santé en sécurité et que leur dignité soit respectée. Oui, mais je pense que c'est important de rementionner qu'à aucun cas ce qu'on reproche à Amy Ham, c'est d'avoir été désagréable ou de pas avoir été inclusive dans le cadre de son travail. C'est important de le dire parce que c'est grave ce qui se passe au Canada avec cette décision-là. On a blâmé une femme pour des propos qu'elle a tenus sur la place publique et non pas sur la qualité ou pas de son travail. Je voudrais vous remercier tous les deux parce que ce débat a été passionnant, inclusif et respectueux et très respectueux. Donc, Alexandra Houle, vous êtes présidente du réseau féministe québécois. Raphaël Provost, tu as très gentiment accepté de venir en studio, directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Et les 2 mots-clés ici, c'est respect et diversité. Merci beaucoup, Raphaël. Merci.
Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. J'adore les auditeurs et les auditrices de Cube. J'adore les lecteurs et les lectrices du Journal de Montréal parce que régulièrement, vous m'écrivez, vous m'interpellez en attirant mon attention sur des histoires dont vous savez fort bien que, 1, elles vous choquent vous et que 2, ça va me choquer moi. Alors, ça m'est arrivé vendredi. Une source que je peux pas identifier m'a envoyé copie d'un courriel qui a été envoyé à tous les professeurs du collège Champlain. C'est un collège public anglophone de Saint-Lambert. Alors, on va regarder un petit extrait du courriel qui a été envoyé à tout le monde. C'est écrit en anglais. C'est à l'occasion de l'iftar, vous savez, ce repas qu'on fait quand on est musulman pratiquant et qu'on brise le jeûne, donc au moment du coucher du soleil. C'est une invitation aux professeurs et aux étudiants de la communauté du Collège Champlain de venir assister dans la cafétéria du collège à une célébration de l'iftar. Il y a 2 choses que je vous souligne pendant que le courriel apparaît à l'écran. C'est écrit en anglais, je vais vous le traduire. Une pratique qui n'est peut-être pas, qui est peut-être un peu pas très familière à tout le monde, c'est la séparation entre les hommes et les femmes. Comme musulmans, nous essayons de maintenir une forme de pudeur, de modestie, en évitant les rencontres mixtes. Alors, l'espace sera divisé entre les hommes et les femmes. Ensuite, ça dit, quand c'est le temps de briser le jeûne, on commence en mangeant quelque chose de léger, des dattes et de l'eau, et ensuite on fait une petite pause pour une prière, et ensuite on continue à manger le repas au complet. Donc ça a été envoyé à tout le personnel enseignant du collège. Donc, séparation homme-femme, prière, tout ça dans un collège public, subventionné avec vos taxes, mes taxes, les taxes de tout le monde. J'avais envie d'en parler avec Fatima Aboubaker, elle est directrice de garderie. Vous l'avez vue plusieurs fois dans les médias. C'est une femme courageuse. Au cours des derniers mois, elle a fait plusieurs sorties dans les médias pour dénoncer la résurgence, la montée d'un intégrisme musulman dans les écoles, dans les RPA, dans les hôpitaux. Bonjour, Madame Aboubaker. Bonjour, Madame Durocher. Votre réaction? C'est tout à fait normal, Chokran. Quelle est votre réaction quand vous avez entendu dire que ça se passait dans un collège public ici au Québec? Écoutez, que ça se passe ici au Québec, ce n'est plus une surprise parce qu'on s'attend toujours à ce que cette communauté fasse du bruit. Que ça soit dans la rue, dans les mosquées, dans les écoles, on n'en arrête pas. Il y a toujours de la créativité chez ces gens-là. Maintenant, l'association des étudiants musulmans, pourquoi pas à leur tour faire de l'éducation islamique dans une institution publique québécoise payée par nos taxes, alors que dans cet endroit, on est censé avoir de l'éducation à la laïcité. Malheureusement, on l'a pas, c'est l'éducation islamique. Et en passant, moi, j'ai lu, quand j'ai lu des réactions et j'ai entendu des gens, des Québécois gentils qui disent que peut-être c'est juste de la générosité, c'est du partage. Moi, je viens de l'autre monde et je vous dis que ça n'a rien à voir avec ni la générosité, ni le partage. Il y a vraiment de la mauvaise foi. C'est du prosélytisme parce que il faut profiter de toutes les occasions et tous les moyens sont bons pour faire du recrutement, faire de l'exposition. Puis moi, ça normalise de plus en plus cette culture-là. On est en train de la normaliser tranquillement, pas vite. Il y a des gens qui commencent à l'accepter. Ça va devenir juste normal. Ça va juste devenir normal de voir les femmes rabaissées, les femmes séparées des hommes. C'est quoi le rapport entre la pudeur et qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? La pudeur est quelque chose. La modestie. Et la modestie. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi le rapport entre la modestie et séparer les hommes et les femmes? C'est qu'on veut surtout que les femmes soient modestes et pudiques. Moi, j'ai jamais entendu un intégriste musulman dire il faut que l'homme se recouvre le visage par pudeur, hein, parce que si c'est si génial que ça le voile, pourquoi les hommes musulmans ne le portent pas? Alors, il y a 2 réactions que je voulais partager avec vous, Fatima. D'abord, j'ai contacté le cabinet de Pascal Derry puisque on parle pas d'une école secondaire, on parle d'un cégep, d'un collège, donc ça rentre dans l'enseignement supérieur. Voici la déclaration officielle
officiel du cabinet de Pascal Derry. Je vais lire au complet parce que c'est important. Ce qui est rapporté est très préoccupant. Les cégeps sont des institutions laïques, ne doivent pas se transformer en lieu de culte. Chaque établissement doit également s'assurer du respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette situation démontre toute la pertinence des travaux du comité d'études sur le respect des principes de la loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses annoncées le 10 mars dernier. Ça, c'est la déclaration de Madame Derry. J'ai contacté le Collège Champlain. Marilla Steuter-Martin, qui est responsable des communications pour le Collège Champlain, m'a dit « Bonjour, merci de votre demande. Malheureusement, le Collège Champlain ne fera pas d'entrevue à ce sujet. Il s'agissait d'un événement organisé par les étudiants et non d'une activité organisée par l'administration du collège. » Et on me souhaite évidemment une bonne journée. C'est quand même bizarre, Madame Aboubaker, que le collège s'en lave les mains en disant « Écoutez, c'est les étudiants, ça n'a rien à voir avec nous. » Ça a quand même eu lieu dans la cafétéria de l'école. Oui, c'est parce que ça, c'est... ils s'en lavent les mains parce que juste, ils n'ont rien à dire, Madame Durocher. Je t'assure, ils n'ont pas de réponse. C'est maintenant les étudiants musulmans qui mènent, et puis c'est une institution publique. Normalement, le collège, l'administration doit avoir son mot à dire. J'ai juste, moi, peur que les gens au Québec, les responsables, les gestionnaires, les dirigeants, les directeurs commencent à avoir peur. Déjà, ils ont peur, mais là, à avoir tellement peur que d'encourager ce genre de comportement, parce que ce qui s'est passé au collège Champlain, là, ça va arriver dans d'autres collèges, ça va arriver dans d'autres institutions. Et puis, les occasions musulmanes, ils sont pas rares, il y en a beaucoup. J'espère qu'ils vont pas permettre d'égorger un mouton dans 2 mois, parce que le jour c'est de les l'Aïd musulmans qui vont l'organiser. Est-ce que c'est des responsables? S'ils sont responsables, ils doivent assumer leurs responsabilités. Ils doivent dire que ça, c'est une enceinte d'enseignement, que juste l'enseignement qui est permis, et c'est un enseignement laïque. Il faut que les gens comprennent qu'on est au Québec, et la laïcité, c'est un vecteur de cohésion sociale. La laïcité, c'est un pilier de cette culture. Tu l'acceptes, cette culture, telle que c'est, tant mieux. Tu l'acceptes pas, il y a d'autres provinces au Canada, puis le monde est très grand. Mais ce qui est maintenant dérangeant, c'est que on commence comme faire des gens qui vont nous imposer l'inégalité homme-femme, le rabaissement des femmes. Regardez, parce que quand on dit la pudeur, c'est parce que la femme, c'est juste un corps. On voit un corps et puis elle dépasse pas ça. Donc, si on commence à accommoder des gens de cette façon, et puis à pénaliser ceux qui disent ce n'est pas normal que ça se passe, parce que moi, je suis traitée d'islamophobe, vous ou d'autres sont traités de racistes, alors que ces gens-là sont traités juste et c'est juste le droit à la religion. Mais est-ce que le monde est rendu vraiment à l'envers? Sérieusement, là, des fois, j'arrive pas à croire, c'est pas possible que des comportements d'inégalité, de rabaissement sont traités avec accommodement, et des gens qui crient pour la laïcité, pour l'égalité, pour les bonnes valeurs, c'est eux qui sont maintenant, qui ont tort. Pointés du doigt. Vous avez raison. Donc, ma collègue Cybèle Olivier nous tient au courant les yeux et les oreilles sur ce que pensent les auditeurs. Oui, déjà, les auditeurs sont très contents de vous entendre, Madame Aboubaker. Vous dites ils disent de vous que vous êtes très courageuse, qu'on vous adore. Puis j'aimerais vous rappeler quelque chose qu'on avait vu que justement on s'était fait envoyer le 10 février dernier. Là, ça concerne cette fois-ci le Cégep du Vieux-Montréal. Le groupe Solidarité pour les droits humains des Palestiniens et Palestiniennes voulait organiser un événement au Café Exode du Cégep du Vieux-Montréal. Ça dit, je vais vous lire juste un instant ce qu'ils voulaient faire. Nous espérons amener la discussion sur un autre plan que celui d'une analyse purement descriptive de la situation, afin de réfléchir ensemble aux enseignements pratiques et stratégiques qu'offre la résistance palestinienne à Gaza. En d'autres mots, c'était un peu un petit cours, une petite formation de comment être un bon combattant. Bon militant. Voilà. Et donc, quand on avait contacté le Cégep du Vieux-Montréal au mois de février, ils n'étaient même pas au courant que cet événement allait avoir lieu, et ils l'ont finalement empêché. Donc là, l'événement dont on parle aujourd'hui, c'est symptomatique de quelque chose qui se passe à travers le Québec. Absolument. Et donc, moi, tu as tout à fait raison. Merci, Cybèle. Je reviens vers vous, Fatima. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cet appel? Et attendez 2 secondes, parce que j'ai oublié de montrer l'affiche qui accompagnait cet événement-là. Alors, c'est écrit en anglais. On comprend parce que le collège Champlain, c'est un collège anglophone à Saint-Lambert. Donc, l'Association des étudiants musulmans
invite les gens à se parter pour l'iftar. Et je vais le décrire, cette image. Elle est importante, cette image-là, pour les gens qui nous écoutent. Donc, ce sont des fidèles. Il n'y a que des hommes sur la photo. Ce sont manifestement... Peut-être que vous pouvez identifier dans quel lieu. C'est peut-être à la Mecque ou c'est peut-être simplement devant une mosquée dans un pays musulman. Mais oui, c'est une grande mosquée. Ça doit être la Mecque. Ça doit être à la Mecque, hein. Et donc, il n'y a que des mecs devant la Mecque. Il y a que des hommes. Et donc, c'est cette image-là qu'on utilise pour convier les gens à un party de l'iftar. Donc, il n'y a pas une seule femme sur cette image quand même. Et cette image-là a circulé pour le collège. C'est quand même assez incroyable. C'est incroyable et c'est inquiétant aussi. Parce que, comme j'ai dit, l'image, elle n'est pas innocente comme toutes les images. Et d'ailleurs, vous avez souligné des images, ça fait juste quelques jours. C'est jamais innocent, une image. Et cette image, c'est vraiment l'expression des valeurs fondamentales de l'islam. Sans dire de l'islamisme, mais vraiment de l'islam. Là. La femme, elle est derrière ou elle est inexistante. Absente. Et puis, c'est l'homme, elle est absente et puis c'est l'homme qui dirige. Moi, ce qui me dérange encore, c'est pourquoi sur l'affiche, c'est de 3h à 9h30. L'iftar, là, si tu veux juste manger, ils l'ont appelé iftar, là. Ils commencent à créer même des mots et à les faire entrer. Mais c'est juste une rupture de jeûne, là. On va pas juste chercher des mots pour normaliser. On est en train de normaliser. Maintenant, les gens, ils disent iftar. Alors, c'est une juste rupture de jeûne, là. C'est pas... c'est en arabe là, c'est comme si je te parle maintenant toute l'entrevue en arabe et puis il faut que tu te débrouilles pour comprendre tout ça. Ouais. Donc de 3h à 9h30, il y a d'abord 2 prières. Il va y avoir la prière de 4h ou 5h et puis il y a l'autre prière de la rupture du jeûne. Donc et pendant ce temps-là, il va y avoir que du Coran, que de la lecture, des choses religieuses. Donc ces gens-là qui vont assister, ils vont assister à une cérémonie religieuse de 3h à 9h30. Alors, dans la cafétéria d'un collège public. Alors, juste deux secondes avant de passer à toi, Cybèle, la déclaration du cabinet du ministre Pascal Derry, quand même, elle dit ce qui est rapporté est très préoccupant. Elle rappelle les cégeps sont laïques. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse de Pascal Derry? Est-ce que c'est assez ferme à votre goût, Fatima? Mais non, c'est pas ferme. La preuve, il y avait une cérémonie comme ça de 3h à 9h30. Et que les dirigeants n'assument pas leurs responsabilités, ne sont pas capables de dire non à une association. Quand même, c'est pas satisfaisant. Moi, si j'avais des enfants qui vont maintenant au cégep, sérieusement, ça devient inquiétant. C'est très inquiétant. J'aimerais pas que mes enfants, moi, étudient dans des cégeps comme ça, ni être exposés, malgré eux, à quelque chose pendant des heures et des heures. J'aimerais pas ça. Ouais, j'ouvre une parenthèse très vite, là, je sais que je manque de temps, mais si Pascal Derry, son cabinet, avait été intervenu, vous savez très bien qu'elle se le serait fait reprocher, puis on l'aurait rappelé les quelques années où elle avait été au CIJA. Je ferme la parenthèse. Alors, voilà, un autre auditeur, Samy, qui est un chauffeur pour la STM, me dit, moi, je suis de confession musulmane, non pratiquant, je suis au Québec depuis 20 ans, et j'ai remarqué une baisse des standards de l'immigration durant la dernière décennie. Les mosquées sont pleines, de plus en plus de petites filles voilées et des femmes en burqa. J'ai fui la religion de mon pays d'origine, mais j'assiste à l'islamisation du Québec et surtout du Canada. Et ça, c'est quelqu'un de culture arabo-musulmane qui nous dit ça. Comme vous êtes des gens courageux. Fatima Aboubakar, continuez de porter ce flambeau. Vous avez le droit, vous, de dire des choses que moi, je n'ai plus le droit de dire, parce que sinon, je suis frappée d'un anathème. Mais vous pouvez continuer à le dire. Fatima Aboubakar, vous êtes directrice de garderie. Merci et continuez à prendre la parole publiquement. Merci à vous. Je vais continuer, c'est promis. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Wow! C'est tellement beau, ta petite musique et ton petit truc d'ouverture. Je suis tellement contente que tu sois avec nous les lundis parce que tous les dimanches matins, avec Monsieur Martineau, on mange des croissants et tous les dimanches matins, des croissants. Et une fois par semaine, c'est parfait. Oui, et la confiture canneberge chia, la tartinade de fruits d'Isabelle. Fait que j'ai ta face sur mon pot de confiture, je me rentre le couteau là-dedans, je te dis, puis...
Parfait. Ça Voilà. compense pour le croissant qui vaut pas quand même une tranche 100% grillantée, là. Isabelle, j'ai le droit dimanche. une fois par semaine de faire des excès, parce que sinon la vie est trop plate. Ben voilà, puis plus qu'une fois par semaine, hein. La règle du 80-20. Ah, j'adore ça. 80% de bonnes affaires, 20% de trucs moins bien. Écoute, justement, j'aimerais que tu nous parles des 5 grandes tendances alimentaires qui, selon toi, vont frapper le Québec en 2025. J'ai très hâte d'entendre ça parce qu'en plus, j'ai perdu le papier sur lequel tu me l'as envoyé. C'est bien correct. Ben d'abord, tu seras pas surprise. Les protéines, en fait, ces tendances-là, ben on va les voir à l'Expo Manger Santé Vivre Vert qui se déroule en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. C'est fou, il y a 300 exposants qui seront présents, des ateliers culinaires, des conférences. Je donne 2 conférences également. Je suis là toute la fin de semaine. C'est le grand rendez-vous annuel et c'est là qu'on voit les tendances. Donc, qu'est-ce qui arrive sur nos tablettes et qu'est-ce qui va rester également sur les tablettes? Pas surprise de constater que les protéines sont en vogue. On en a parlé combien de fois ensemble, Sophie, des protéines. Ça, c'est des produits qui vont illustrer les tendances. Par exemple, on voit là, 17 grammes de protéines sur le devant d'un pot de yogourt. Oikos a lancé même une nouvelle vague de yogourt à 19 grammes de protéines, des yogourts à boire à 24 grammes de protéines. Très tendance. Et je vois également des petites collations Henri, une toute nouvelle entreprise du Québec. Donc, c'est une start-up entreprise. Entreprise en démarrage. Je pense qu'ils ont 1 mois d'existence. Ce sont des carrés nutritifs pour les enfants exempts de 11 allergènes. Et dans les collations, on met bien de l'avant la part protéique. On a 8 grammes de protéines dans le carré nutritif. C'est conçu pour l'école. Ce que j'aime des ingrédients, graines de citrouille, dattes, gourgane moulues, bleuets séchés, fraises séchées, rouge de betterave, arôme naturel. Chapeau. Attends 2 secondes parce que est-ce qu'on peut, Jean-Philippe, mets-moi une caméra, un gros plan sur la face de Cybèle parce que attends 2 secondes. Fais la face que tu as fait quand tu as su qu'il y avait pas d'allergène. Ça c'est la face de Cybèle quand il y a pas d'allergène. Puis ça c'est la face de Cybèle quand elle sait qu'il y a de la gourgane. Mais c'est quoi la gourgane? Ben oui, non, c'est une légumineuse, écoute. C'est une grosse fève, c'est super oui, je vois bon. Ça. Ben, il y a beaucoup d'innovations. Moi, je trouve ça beau de voir ça. Évidemment, ça coûtera pas 50 sous la barre. Hein. C'est un produit qui est quand même plus cher parce que c'est une barre qui est plus grosse également. Mais chose certaine, les protéines de l'avant, les protéines végétales aussi. Les brutes qui ont lancé de la PVT aromatisée. Et rappelle, c'est quoi la PVT? Oui. Protéines végétales texturées, c'est issu de la farine de soya dégraissée. Ça remplace la viande hachée à merveille et c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est déjà aromatisé. Donc, il y en a, j'ai utilisé par exemple la PVT, les brutes, à la mexicaine pour faire un chili au lieu de mettre de la viande hachée. Honnêtement, c'est super bon. Ça passe le test. C'est pas très coûteux. Très intéressant. Donc, ça te sert de base. Après, tu rajoutes justement des fèves. Tu peux rajouter un peu de... Bon, si t'es végétalien, tu mets évidemment du fromage. Mais sinon, tu mets du fromage. Oui. Je trouve quand même... C'est drôle parce que tu sur mon lit de mort, je vais encore la rire. Le fromage. Moi, je trouve ça hilarant. Le fromage. Ben c'est drôle que tu m'amènes là, Sophie, parce que c'était une autre tendance, parce que il y a beaucoup dans les fromages, j'en ai présenté à Salut Bonjour ce matin. Tu regardes la liste d'ingrédients, c'est pas trop alléchant, tu sais, par rapport au vrai fromage où t'as du lait, du sel, des cultures bactériennes. On est vraiment dans d'autres choses, puis des listes d'ingrédients démesurées, puis vraiment le goût très ordinaire, mais maintenant, en 2025, il y en a qui se distinguent. Je pense à Fin Finnois, j'en parle dans le Journal de Montréal. Ils ont gagné un prix à Dux pour un fromage, mais qui vraiment vole la vedette sur les autres. Et je pense à Maison Legrand, tu sais, qu'on connaît pour les pestos. Ben oui. Et Maison Legrand a lancé un mac and cheese. Moi, j'adore tous les fromages, mais le vrai fromage, honnêtement, là, je suis folle des fromages frais, des fromages vieillis, du bleu, peu importe, je les aime, j'en raffole. Ben, honnêtement, je me suis régalée de ce fromage de Maison Legrand. Wow. C'est une base de beurre de noix d'acajou avec, pour la couleur, on a Cybèle est fâchée parce qu'elle est allergique aux noix, là. Mais j'adore le fromage, mais maudit. Ah! Ouais. Mais prends du vrai fromage à ce moment-là. Cajou, tu peux pas non plus, Cybèle.
Ah. Non, mais je suis contente Parce que que ça de- existe parce que c'est sûr que c'est vraiment bon parce que des fois, on essaie de reproduire des mac and cheese puis Oui. quand on a envie de manger ça, je suis contente de savoir pour ceux qui n'ont pas d'allergie, tu sais, qu'on peut retrouver ce genre de sauce. Voilà. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très gourmet en même temps. Il y a de la carotte là-dedans, la couleur. Ça ressemble au mac and cheese Kraft, honnêtement. Puis c'est quand même santé. Donc, moi, je dis enfin, comme experte en nutrition, de voir des produits véganes. Parce que, tu sais, quand je regardais les produits véganes, avant, j'avais fait des bancs d'essai. Là, je pense à Beyond Beef et compagnie. Tu sais, tu disais, bon, très salé par rapport au bœuf haché maigre. Souvent, on a de l'huile de coco qui est un gras saturé. Fait que je trouvais ça moyen. Mais on dirait que maintenant, on a des nouvelles entreprises qui lancent des produits qui sont plus santé sous la couverture végane. Alors, tant mieux, ça fait partie des autres tendances également. Mais il nous reste 45 secondes. Je veux juste dire quand même, ça me fait rire aussi, tous les produits véganes et transformés puis tout ça. Il reste quand même, si tu veux faire de la cuisine végane, tu vas à l'épicerie puis t'achètes des légumes puis des légumineuses puis tu fais à manger. Là, à un moment donné, c'est aussi en quelque part, il y a un non-sens autour de ça. T'as tellement raison. Je trouve ces produits-là fabuleux, puis je suis contente que tu nous en aies parlé. Il y a aussi la solution de cuisiner avec des vrais légumes, puis ça va être encore meilleur des solutions. pour la santé. Ou le pâté chinois avec le PVT qu'on nous dit aussi. Oui, tout à fait, le pâté chinois. Vraiment. Alors, merci beaucoup, Cybèle. Merci les filles. Merci Isabelle. Merci pour ta tartinade au canneberge et au chia. Merci Hugo Veilleux. Merci, il a travaillé fort aujourd'hui. Puis Jean-Philippe Leroux aussi à la réalisation. Merci, à demain. Cube.